Nous devions nous retrouver avec Romina et Mauro cet été dans les Pouilles pour une résidence autour des enjeux de la Méditerranée. Nous serons sans doute empêchés de nous y retrouver, mais nous avons la chance de nous retrouver ce soir sur vos murs grâce à leur projection. Merci à eux d'exister, merci à eux de faire exister ces beaux projets. Mais notre empêchement de se réunir dans les Pouilles cet été, finalement, nous confronte de manière très sporadique à des expériences que d'autres vivent malheureusement au quotidien, et ce de manière plus brutale, avec moins d'espoir de sortir de cette situation d'enfermement et de privation des libertés. Nos frontières sont temporairement fermées actuellement dans cette crise du coronavirus, mais en fait elles le sont souvent pour ceux que l'on nomme des migrants ou des réfugiés. Notre monde est fermé. Il sera sans doute encore fermé lorsque le monde sera déconfiné, malheureusement. On dit que nous sommes confinés, mais on peut sortir avec une autorisation. On peut s'exprimer, on peut parler, on peut écrire. Et on a l'espoir bientôt d'aller dans une vie où on pourra circuler. Parmi tous ceux qui s'enfuient, il y a aussi ceux qui sont plus généralement privés de la liberté de leur parole. Ils ont des déplacements entravés, ils ne peuvent pas participer aussi à des réunions. Des artistes voient leurs œuvres détruites et d'autres sont en prison. Je pense aux victimes des dictatures passées et présentes. Je pense par exemple au coup d'État des militaires au mois de juin 1973 en Uruguay. À l'automne, l'université est fermée, plus de la moitié des enseignants sont licenciés. Mais la répression a commencé bien avant, avec les événements 68 où des étudiants, des militants ont été emprisonnés, torturés. Certains sont entrés dans la lutte armée, certains ont été clandestins. Il y a eu également les dictatures en Argentine, au Chili, la répression dans tous ces pays par les militaires, par le terrible plan. Aujourd'hui, il y a encore des pays qui limitent la liberté d'expression. C'est le cas de la situation en Turquie. Je pense à tous mes collègues qui ont eu des procès, qui ont perdu leur poste parce qu'ils avaient signé une pétition pour la paix ou parler de la situation de la région. Je pense à ceux qui ont été emprisonnés, qui ont été jugés pour terrorisme. Je pense aussi à un collègue qui travaille en France depuis 1996 à Lyon, Touna Altinel, qui a été bloqué à l'aéroport à son arrivée en Turquie. Son passeport a été pris, puis il a été emprisonné, puis un procès a été monté.
Tout ça parce qu'il avait participé à une soirée en France, à Villeurbanne, sur le sujet de la paix dans la région et sur la question kurde. Justement, il y a plusieurs initiatives qui ont été prises dans le monde pour accueillir ces chercheurs que l'on dit en danger. En France, les universités, comme un programme national, le programme PAUSE a été et sont mobilisés. Et on a voulu leur donner une voix et un visage avec Pierre Jérôme. Quand Pascal Laborier m'a proposé d'imaginer un projet de portrait de chercheurs en exil, avec la particularité que tous ne pouvaient ou ne voulaient être reconnus, je me suis retrouvé face à un problème de taille. Pour moi, il était exclu de recourir au stratagème de l'ombre, parce que ça aurait donné de l'exil une image centrée uniquement sur la privation. C'est comme ça que j'en suis arrivé à l'idée de cacher les personnes avec des éléments qui les définissent, pour tenter de réunir dans une seule image passé et présent, pays d'origine et pays d'accueil, vie personnelle et recherche scientifique. C'était la condition sine qua non pour parvenir à restituer le parcours unique de chacune de ces personnes. Ainsi, chaque photo est un palimpseste composé d'éléments choisis par la personne photographiée. Mais ce qui rend la démarche particulière, c'est que les couches successives, faites de tirages et d'objets, sont assemblées sur le moment avec la personne photographiée, puis superposées directement à la prise de vue, sans montage ultérieur. De sorte que tout se passe dans le temps de la rencontre, qui est le seul moment où je me sens autorisé à exprimer quelque chose sur ces parcours exceptionnels. يا ليلي يا
Au fond, j'ai l'impression que dans le processus de prise de vue, contrairement à une séance de portrait classique, mon rôle est moins d'imposer un regard que de créer les conditions d'une expérience, où chaque personne photographiée puisse se retrouver, immergée, dans les différentes couches de son histoire. Le 25 avril commémore habituellement la révolution des œillets au Portugal ou la libération de l'Italie. Mais nous avons fêté l'anniversaire enfermé de Fariba. Fariba, emprisonné à Evin, la tristement célèbre prison de Téhéran depuis le 5 juin 2019. Cela fait 326 jours que notre collègue et ami, anthropologue travaillant sur l'Iran et l'Afghanistan, est privé de sa liberté. Sa liberté d'aller et venir entre ces deux mondes, la France et l'Iran, mais beaucoup plus fondamentalement sa liberté d'écrire et de penser. Ce qui lui est reproché, comme tous les intellectuels dans les situations autoritaires, elle est accusée, sinon d'espionnage, du moins d'atteinte à la sûreté nationale et de propagande contre le système politique. C'est en ce sens que pour nous, elle est une prisonnière scientifique, emprisonnée pour son regard critique et souvent ironique, pour son obstination à lutter contre les clichés et les idées reçues, à bousculer nos façons de voir et de penser. Le temps de la prison que vit Fariba est un temps suspendu. Et aujourd'hui, il est suspendu à la décision de la justice quant à son verdict. Ce temps suspendu est celui des gardiens de la Révolution qui s'immiscent dans le fonctionnement de la justice, s'immiscent dans l'exercice du pouvoir et contribuent à éroder les institutions et à les renverser, comme le dit Fariba elle-même. Mais dans ce temps suspendu se produit beaucoup de choses, des choses terrifiantes, comme ces interrogatoires en forme de torture psychologique, des choses anodines, qui pourtant s'avèrent d'une très grande violence, comme le refus de lui donner des livres ou l'accès aux soins ou aux appels téléphoniques selon le bon vouloir de ses geôliers. Des choses belles aussi, comme le réconfort de ses compagnes d'infortune et la poésie qui, pour Fariba, n'est pas seulement une source d'évasion, mais aussi une arme de résistance. Bonsoir. Nous devions nous retrouver avec Romina et Mauro cet été dans les Pouilles pour une résidence autour des enjeux de la Méditerranée. Cet été, finalement, nous confronte de manière très sporadique à des expériences que d'autres vivent malheureusement au quotidien, et ce de manière plus brutale. Je pense aux victimes des dictatures passées et présentes. Je pense par exemple au coup d'État des militaires au mois de juin 1973 en Uruguay. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos duele. Et la poésie qui, pour Fariba,
n'est pas seulement une source d'évasion, mais aussi une arme de résistance.